J'ai fait les règles absurdes à l'école au Japon. J'ai aussi fait la même chose sur l'éducation à la japonaise, et maintenant il est temps de s'attaquer aux règles absurdes dans le monde du travail au Japon. Bien sûr, toutes les entreprises sont différentes et le Japon n'est pas homogène, il y a plein de règles différentes pour chaque entreprise. Mais il y en a certaines qui sont, on va dire, très scandaleuse pour la France. On avait déjà vu que les règles débiles ça affectait plus particulièrement la gente féminine, et vous allez voir que ça va se confirmer également en ce qui concerne le monde du travail. Et promis, je vous parlerai pas des siestes au boulot au Japon, voilà, comme ça, en train de dormir, oh là là, c'est bien vu, non, on parle pas de ça aujourd'hui. J'ai trouvé des choses, comme saluer le chien du patron, ou encore le système de grève japonais, ah non, clairement... Bref, comme d'habitude, je ne vais pas me contenter de citer bêtement les points un à un, mais je vais vraiment explorer qu'est-ce qui se cache derrière et pourquoi ces règles sont arrivées là. En tout cas, pour découvrir les règles scandaleuses dans le monde du travail au Japon, vous êtes au bon endroit. Les femmes, veuillez sortir, s'il vous plaît. Le premier point, il mêle travail, sport et tradition. Il s'agit du sumo. Aujourd'hui, être sumotori, c'est un métier accessible à tous, bien qu'à l'origine, les femmes n'étaient pas autorisées à pratiquer ce sport. Mais la règle absurde dont je vais vous parler ici, eh bien ce n'est pas ça. C'est une règle qui est encore en vigueur aujourd'hui, et vous allez voir que ça va très, mais alors très loin dans le sexisme. Pour bien comprendre ça, je vais vous raconter une histoire. 4 avril 2018, dans la ville de Kyoto. Aujourd'hui, c'est le jour de la représentation de sumo, et il y a tout le gratin officiel qui est présent. Les tribunes sont bondées et les derniers préparatifs sont exécutés avant d'accueillir les athlètes. Quand soudainement, un homme s'effondre violemment sur le ring. Ce ring que l'on appelle dohyo est immédiatement assailli par tout un tas d'hommes en costume. Et pour cause, l'homme qui vient de s'effondrer n'est autre que Ryozo Tatami. C'est le maire de la ville de Maizuru, qui est une petite ville, voilà, dans la préfecture de Kyoto. Plein de messieurs accourent et tâtonnent, mais aucun ne semble compétent. Mais heureusement, dans la foule, une femme se lève et grimpe sur le dohyo. C'est une médecin et elle comprend vite que monsieur le maire vient de faire un accident vasculaire cérébral, un AVC. Il est en détresse respiratoire et elle entame un massage cardiaque sous les yeux des autres fonctionnaires. D'autres femmes la rejoignent alors à leur tour pour lui porter assistance. Et là... Pardon ? Le commentateur là, dans les haut-parleurs, il vient de dire aux femmes sur le ring en train de sauver monsieur le maire, de descendre du dohyo. Quoi ? Il va le répéter, encore et encore. Et à ce moment, on sent que la foule s'agite, et que les femmes sur le ring sont perturbées et finissent par descendre, à l'exception bien sûr de celle qui est médecin. Elle est en train de pratiquer un massage cardiaque et donc accessoirement en train de sauver une vie, pourrait peut-être la laisser faire son travail. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je veux dire, il y a un haut fonctionnaire qui vient de tomber littéralement, voilà. Par miracle, il y a une femme dans l'assistance qui peut le sauver, et on demande à cette personne de bien vouloir sortir du ring. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, malgré toutes ces années à vous parler de Japon, eh bien, je ne vous ai jamais trop parlé du sumo. Donc écoutez, une petite explication s'impose. Le sumo au Japon c'est un sport mais aussi une tradition, et selon la religion Shinto, le combat de sumo doit se dérouler sans verser de sang. Car le sang dans la religion Shinto au Japon représente la souillure, l'impureté, et on appelle ça le kegare. Mais alors quel est le lien entre cette information et le fait que les femmes ont pour interdiction de monter sur le dohyo ? Eh bien je pense que pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez déjà compris. Les mecs de l'époque, ils se sont dit que comme les femmes ont tous les 28 jours un cycle de menstruation où elles ont du sang qui sort, let's go les interdire de monter sur le ring. Quand il n'y a pas de raison, il y a toujours un bon prétexte. Et merci, je sais que ce n'est pas exactement du sang, il y a plus d'eau à l'intérieur, mais pour les japonais de l'époque, c'est rouge, c'est liquide et ça sort du corps, c'est du sang et donc de la souillure. Bref, et c'est donc pour cette raison que notre commentateur a répété par 3 fois le fait que les femmes doivent sortir du ring, sortir du dohyo pour ne pas souiller le ring des sumo. Ah, bah ça c'est une attitude à avoir quand il y a quelqu'un qui est en train de sauver une vie. Mais le pire dans tout cet incident, eh bien, c'est ce qui s'est passé après. Monsieur le maire a été évacué et les organisateurs ont trouvé bon de purifier le dohyo parce qu'il y avait, voilà, des femmes qui étaient montées dessus. Du coup, ils ont mis du sel un peu partout sur le dohyo. Mais oui, bien sûr, voilà, rajoutez-en une couche, clairement, elle vient de sauver une vie et c'est une excellente façon de la remercier. Bon, il ne faut pas croire que les Japonais, en voyant cet incident, n'ont pas réagi. Bien au contraire, beaucoup se sont indignés en se disant que les traditions, d'accord, mais quand on est en train de sauver une vie d'une personne, il n'y a pas besoin de ce genre de comportement. Le commentateur a été fortement critiqué, et moi ça me permet de vous illustrer le fait qu'au Japon, et bah pour les femmes, il y a beaucoup de choses et de métiers auxquels elles ne peuvent pas accéder. Exemple tout simple, brasser de l'alcool, ce n'était pas autorisé pour les femmes avant. Et même si maintenant il y a un code du travail et des lois qui font que les hommes et les femmes ont le droit de pratiquer les mêmes métiers, eh bien... il y a des règles parfois qui s'appliquent qu'aux femmes. Maquillage étalon obligatoire.
Celui-ci, j'en ai déjà parlé, mais pour les japonaises, venir maquiller au travail, c'est quasiment une obligation. Il y a quand même 78% des gens qui estiment que c'est nécessaire pour une entreprise que les femmes viennent maquiller. Au même titre, eh bien les japonais doivent venir en chemise, costume, et bien sûr, bien rasés, pas comme moi actuellement. Le rasage à ras, c'est vraiment très important dans l'hygiène japonaise. Donc d'un côté, les hommes salariman ont le costume et le rasage, et du côté des femmes, on a le costume, le maquillage, et la hauteur des talons. Alors, il y a eu toute une polémique, voilà, par rapport à ça, avec le hashtag Kutsu, voilà, qui en fait est un jeu de mots avec Kutsu, qui veut dire chaussure en japonais, et le hashtag MeToo. Et pour le coup, je vous avoue, je comprends un petit peu moins cette polémique, parce que c'est pas comme si les hommes japonais salariman, eh bien, ils allaient au travail en basket. Ces chaussures pointues obligatoires, même si je comprends qu'avoir des talons, eh bien, au bout d'un moment dans la journée, ça fait mal. Et donc, il y a cette différence homme-femme peu agréable, d'accord, mais en fait, il y a des différences partout, que ça soit sur la cravate par exemple, que ça soit par exemple sur l'interdiction d'avoir les cheveux longs chez les hommes, ce qui ne s'applique pas chez les femmes, ou encore l'interdiction d'avoir des boucles d'oreilles chez les hommes, ce qui ne s'applique pas non plus chez les femmes. Donc voilà, on a des doubles standards partout en fait au Japon. Ce qu'on aimerait, c'est que les entreprises aient un peu la liberté d'avoir ce choix, sauf que le ministère du Travail, bien qu'il n'impose rien, a déclaré ceci. Le fait d'avoir des talons hauts est socialement accepté et cela tombe dans le domaine de ce qui est professionnellement nécessaire et approprié. Du coup, forcément pas de changement et les entreprises japonaises ont totalement le droit d'imposer à leurs employés, féminines généralement uniquement, d'avoir des talons. Et il y a eu bien sûr une vague d'indignation, mais pour le coup absolument rien n'a changé. Mais attendez, si vous pensiez que ça là on était au maximum du machisme, du patriarcat, voilà tout ce que vous voulez, non, le point suivant est bien pire. Interdiction de porter des lunettes. Ah, je déconne pas. T'es une femme, tu vois mal sans tes lunettes, eh bien achète des lentilles tout de suite parce que sinon, tu vas te faire virer. La raison principale à ça, tenez-vous bien, ce serait que avec des lunettes, les femmes paraissent trop froides. Forcément, ça a fait un véritable tollé lorsque c'est sorti, parce qu'on a découvert qu'il n'y avait pas qu'une seule entreprise qui appliquait ça, mais un bon paquet. C'est donc tout naturellement qu'ils sont revenus avec d'autres explications. Et mesdames et messieurs, c'est parti pour le florilège d'excuses. Dans un salon de beauté, les lunettes empêchent le client de voir le maquillage des vendeuses, et donc c'est moins vendeur. Pour le personnel d'accueil dans les hôtels, les lunettes donnent un côté froid à l'hôtesse. Ce n'est pas une image positive pour les clients. Pour les hôtesses de l'air, la chute ou le bris de lunettes peut constituer un danger en cas d'urgence. Oh mon dieu! Dans les restaurants ou les ryokans, les lunettes, ça ne matche pas avec un kimono traditionnel. Oh non! Ah bah s'ils ont des excuses aussi béton, écoutez mesdames là, vous ne pouvez qu'enlever vos lunettes. Ah je vous jure, on a rarement vu plus n'importe quoi que ça quand même. Je veux dire, le maquillage c'est limite, mais pour la vente je peux comprendre avec le contact client, allez, j'arrive à imaginer. Mais des lunettes quand même, c'est pas esthétique, c'est médical le truc. C'est le même niveau que de dire à une personne qui travaille en fauteuil roulant de se lever, voilà, parce que le client il a pas à baisser les yeux. On est où là? Mais heureusement, il y a quand même des PDG qui soutiennent le fait que les femmes ont le droit de porter aussi des lunettes au travail. Le mec était à deux doigts de dire « Femme à lunettes, femme à kéké ». Encore un verre? Je suis obligé d'en parler, le nomikai, la beuverie à la japonaise après le travail. Ça maintenant vous connaissez bien, les japonais qui se mettent une énorme race, voilà, en pleine semaine après le travail, les gens savent. Sauf que ce dont on vous parle moins, c'est toutes les règles qui gravitent autour du nomikai. Et on est parti pour les bonnes manières et les politesses qu'il faut avoir durant un bon nomikai. La première, qui est évidente, c'est que si votre boss vous invite, c'est quasiment interdit de dire non. Ensuite, vous arrivez à l'izakaya et il faut vous placer. Et ça ne va pas être fait au hasard, croyez-le bien. Le placement dans les restaurants, dans les salles de réunion, voilà tout ça c'est très important au Japon. La personne avec le plus haut rang doit se tenir le plus loin possible de l'entrée. Et donc soit le plus au fond du restaurant, soit si c'est une pièce privée, sa place c'est celle la plus loin de la porte. Après on dispose graduellement les autres convives en mettant la seconde personne de plus haut rang en face de la première, et ainsi de suite. Autre règle, les verres dans un nomikai doivent être toujours remplis. Et bien sûr, vous n'allez pas remplir que le vôtre, mais aussi il faut remplir celui des autres. Et enfin, dernière règle, ne prenez pas des alcools trop originaux. Il ne faut pas faire cavalier seul, et il faut rester sur les classiques whisky, bière et saké. Et justement, en parlant de saké, j'ai une bonne annonce à vous faire. Et on va donc voir comment se produit le saké, ou plutôt devrais-je dire le nihonshu, parce qu'effectivement, le saké, on dit en français tout ça, en japonais ça veut dire alcool en général. Et si vous voulez parler du saké qu'on parle en France, eh bien on parle de nihonshu. Et ça se passe juste ici. Si vous l'avez pas compris, je suis chez Wakaze, hein, bien sûr.
Ça fait du bien de manger après l'avoir senti autant là. C'est vrai qu'il est plus dur que normalement. Alors moi je t'avoue, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le riz très mouillé. Moi je l'aime pas comme mochi on va dire, mais vraiment très mouillé. Donc du coup là c'est marrant, il est très sec et on sent qu'il a été cuit du coup à la vapeur en fait. Ils n'utilisent pas du tout d'eau. Il y a deux choses. Ouais. Ici, il y a des planches avec un interstice pour laisser passer l'air. Okay. Donc le mieux en fait c'est de prendre avec les mains ici, de retourner, parce que c'est là en fait le riz se durcit en fait. Et après, avec les mains, tu essaies de casser les amas de riz. Voilà, c'est ça. Comme il expliquait tout à l'heure en fait, on est là pour refroidir, il y a des gros amas même. On est là pour refroidir en fait le riz, pour justement gérer après la température dans les cuves. Faire un équilibrage entre l'eau et la température du riz. C'est très agréable de manipuler beaucoup de nourriture comme ça. Et en fait le but c'est que le riz du centre, quand tu le transportes souvent, le riz ici il tombe d'un coup. Ici en fait tu essaies de ramener le riz au centre. Tout de suite, ok. Voilà. Hop là. Vas-y. C'est parfait. Comme ça, sous l'épaule, tu le poses comme ça. Ouais. On va l'étendre. Ouais. Un peu dur. C'est bon. Mélanger. Mélanger, ok. Voilà. Ça je vais déjà. Des petits coups avec pour faire remonter le riz en fait. Ah comme ça. Sans l'écraser, voilà c'est ça. Là, on m'a donné un petit peu l'expérience de quelques étapes pour la création du nihonshu, mais si je suis ici, c'est pour une raison bien précise. C'est parce qu'il y a quelques mois, en fait, j'avais goûté grâce à Wakaze, ce qu'il appelle le doboloku. Il y a encore des grains de riz et des morceaux, et j'avais adoré. Et donc, Wakaze m'a proposé de faire mon propre doboloku, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'on peut mettre des goûts dans cet alcool-là, et j'ai choisi de mettre le goût framboise. Popping bottle champagnes all night. Running up your mouth like it's all fine. She looking like a she looking like a in a skirt tie. 또 뭔데 자꾸 어쩌고 저쩌고 입을 놀리는 거야. 너 혹시나 예쁘다고 질투하는 거야. 그래봤자 타격감은 1도 없을 텐데 시크하고 유니크한 거 그게 나. Every day and night 난 나답게 oh 난 나답게. On l'a mélangé un peu, mais on le fait pas trop non plus parce que j'aime bien avoir encore des bons grains, tu vois. C'est tout ce qui me plaît dans le doboloku, c'est qu'il y ait des morceaux en fait. Et avec le goût framboise là, j'ai hâte de goûter là. Et donc là, on est sur l'étape en fait, on va pasteuriser le doboloku. On utilise de l'eau chaude en fait, et après on va refroidir le doboloku pour qu'il soit pasteurisé naturellement. OK です。完璧です。まあ、どぶろくっていうのは、そもそも、日本酒っていうものの、まあ、前の段階みたいなものなんですけども、米と米麹と水を混ぜて、まあ、濁ったものを絞ってこうお酒にする、日本酒にするんですけど、そういったクリアな見た目のものを、皆さん日本酒として飲んでるんですけど、1個前の絞る段階の前にこういう濁った状態のものを、瓶に詰めて飲んでたもの、それがどぶろく、昔日本の、まあ、割と各家庭とかで飲まれていたものらしいんですけど、今では、まあ、ほとんどのところでは作られていない、メーカーでもなかなか作ってるところはないんですね。で今回フランスに僕が、お酒作りのために、来たということもあって、昔ながらのそういうどぶろくを、まあ、若瀬は伝統として大事にしてるんですけど、その伝統プラスモダンなテクニックを用いてこう皆さんにすごい飲みやすいような形で作ったのがこの、どぶろくになりますので、楽しみにしていただけたらなと思ってます。Je suis avec le brasseur en plus, donc ça fait plaisir, merci beaucoup. La framboise est très balèze. Le seul truc c'est comme il vient d'être fait et tout, même si on l'a mis dans les glaçons, il est un petit peu chaud encore. もう少し冷えたら美味しくなると思います。と思います。ちょっとここからじゃあちょっと今のレイさんのまあ、アドバイスをちょっと参考にですね。C'est trop bien, parce que j'ai le droit de donner mon avis, c'est vraiment, c'est la formule que je veux donner qui va être donnée, c'est trop bien. Je suis d'accord avec lui, il faut peut-être rajouter un tout petit peu plus de framboise. Bah écoutez, je suis très content de pouvoir dire que ceci, peut-être pas celui-là exactement, va être en vente, vous avez le lien dans la description. Je suis trop content, voilà, c'est mon propre alcool, le Doboloku framboise. Et bien sûr, je vous donne aussi un code promo avec Wakaze, Doboloku 2022. Ça vous donne moins 20% sur tout le site jusqu'au 31 janvier. Et en plus de ça, voilà, les 100 premières bouteilles de Doboloku framboise sont toutes dédicacées. Voilà, je l'ai mis juste ici, c'est là. Vraiment, ça me fait trop plaisir d'avoir sorti un projet comme ça, surtout que j'avais goûté en fait le Doboloku à l'époque chez eux et que j'avais trop kiffé de fou, et qui m'est proposé de faire ma propre bouteille avec ce que je voulais, avec le petit Oni, voilà, vous aurez reconnu forcément.
forcément, petit clin d'œil, il y a mon nom qui est discretos, voilà, sur le côté, sur l'étiquette. Vraiment, j'aime trop pouvoir faire ce genre de projet, et c'est grâce à tout ça, donc voilà, merci beaucoup. Bref, revenons-en au Nomikai, et je vous avoue, le but, ce n'est pas de boire avec modération, clairement pas. Le but, c'est de s'arracher la gueule. Le côté horrible, en fait, c'est que si pour le patron, c'est une manière de se détendre après le travail, eh bien, pour le salarié, c'est une prolongation du travail. Faut bien se tenir, flatter l'ego du patron, ne pas commettre de fautes avec toutes les règles que je vous ai citées juste au-dessus, sans oublier bien sûr que ça peut durer jusqu'à 5h du matin, et qu'à 8h, faut se pointer au travail, fidèle au poste, en ayant une bonne mine. Et bien sûr, faut faire comme si de rien n'était parce que il ne faut pas parler de ce qui s'est passé durant le Nomikai. Surtout quand le patron qui est marié est parti à 3h du matin avec la secrétaire dans un love hotel. On ne dit pas. On ne mentionne rien. Mais voilà, en parlant de patron et de hiérarchie, ça va me permettre de faire la transition avec le point suivant. Les vieux d'abord. Alors celle-ci, c'est une règle tacite qui est absolument révoltante pour ma part. C'est que d'une manière générale, dans la société japonaise, eh bien, on a des promotions en fonction de son niveau d'ancienneté. C'est important certes, mais pour moi, clairement, ça ne fait pas tout. Il y a peut-être des caractéristiques comme la compétence, voilà, qui devraient venir en ligne de mire, peut-être. Bien malheureusement, au Japon, c'est pas trop le cas, parce qu'il ne faudrait surtout pas que tu doubles Jean Tanaka, qui est là depuis 3 semaines de plus que toi. Ah bah non, c'est lui d'abord qui va avoir la promotion, et après ce sera toi. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont très incompétents, qui se retrouvent avec des très gros postes. Et je rappelle encore une fois que bien sûr ça ne concerne pas toutes les entreprises, mais une part non négligeable fonctionne de cette manière. Mais là où je veux en venir, c'est que l'ancienneté décide aussi de quelque chose de très intime. Sumimasen. 18 février 2018. Une femme puéricultrice, aidant la petite enfance dans une entreprise, et son mari s'excuse publiquement en face du patron. Ce dernier est très remonté, mais alors quel est l'objet de la frustration? Eh bien c'est le fait que l'employé soit tombé enceinte. Parce qu'en effet, ce n'était pas à son tour de tomber enceinte. C'est donc tout à fait logiquement que l'employé et son mari ont dû s'excuser auprès du patron, et l'employé s'est vu retirer une partie de ses congés payés en guise de blâme. Ouah, comment en France ça partirait direct au prud'homme ça? Je ne plaisante pas, vraiment dans les boîtes japonaises il y a un ordre pour tomber enceinte. Et même si ça n'est pas interdit de tomber enceinte avant une autre, c'est très mal perçu dans les boîtes japonaises. Parce que ça réduit le nombre de personnes qui peuvent travailler effectivement dans la société, et donc ça pourrait mettre en péril le travail et le business de la société. Et donc, pour éviter ça, certaines entreprises ont mis en place des calendriers de grossesse. Et les femmes concernées n'ont d'autre choix que de s'y soumettre. C'est tout à fait légal et c'est d'ailleurs une des causes selon laquelle, eh bien, 20% des femmes qui tombent enceintes lorsqu'elles travaillent dans une entreprise ne reviennent pas après. Bref, tout ça a fait beaucoup de bruit, voilà, il y a eu un peu de choc de la part des Japonais qui n'étaient pas au courant, mais globalement, c'est présent dans beaucoup d'entreprises classiques au Japon, et donc c'est toujours en vigueur. Les Japonais ont moins de vacances. Et justement, en parlant de congés qui ont été retirés, voilà, ou de congés maternité, eh bien je me suis dit que j'allais répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que les Japonais ont vraiment moins de vacances que les Français? Alors le nombre de jours de congés dans les entreprises japonaises, il faut qu'on en parle. On a une image où les Japonais ils travaillent tout le temps, ils sont jamais en vacances, et quand ils ont quelques jours, voilà, ils partent pour faire l'Europe en 3-4 jours de vacances, on se dit, waouh, ils ont aucun jour de congé. Eh bien la vérité, c'est que c'est plutôt faux. L'État prévoit un minimum de 10 jours de congés payés par an pour tous les salariés. Et le concept, c'est que plus tu es ancien dans la société, encore une fois l'ancienneté, voilà, plus ton nombre de jours de congés augmente. Et c'est comme ça qu'au bout de 6 ans, tu peux espérer doubler ton jour de congé pour passer de 10 à 20 jours de congé par an. Soit ça reste plus bas que les 25 jours de congés payés en France, mais on n'est pas très différent. Mais vous allez voir que ce qui fait la différence, c'est aussi le nombre de jours fériés. Parce que contre toute attente, au Japon, il y a beaucoup de jours fériés où on ne travaille pas. Les voici, et ça nous fait donc 16 jours fériés au Japon contre 11 en France. Donc finalement, quand on fait la somme des deux, eh bien il y a exactement le même nombre de jours de congé entre la France et le Japon. 36 jours où on ne travaille pas dans les deux cas. Donc voilà, vous saurez maintenant qu'en fait les Japonais n'ont pas forcément moins de vacances que les Français, c'est plutôt égal en fait de ce côté-là. En revanche, les règles mystérieuses. Bureau de l'entreprise A, 20h. Le patron de la société vient de partir et Monsieur Yamada se retrouve seul dans l'open space. Il travaille dans une entreprise considérée comme une Buraku Kigyo, une entreprise noire. C'est comme ça qu'on appelle les entreprises qui ne respectent pas les codes du travail. Yamada entend les climatiseurs s'éteindre. Systématiquement, tous les jours, ils s'éteignent quand le patron part. Et ce n'est pas la seule chose qui s'éteint, la lumière de l'open space aussi. Yamada travaille dans le noir, dans la chaleur. Il a hâte de pouvoir rentrer, et le pire, c'est que ses heures supplémentaires sont comptabilisées
Bizarrement. Techniquement, il finit le travail à 18h, mais les heures supplémentaires sont comptabilisées qu'à partir de 19h. Il y a une heure de vide mystérieuse qui fait que même si tout le monde se mettait à travailler jusqu'à 19h, eh bien l'entreprise n'aurait pas à verser d'argent pour les heures supplémentaires. Quoi qu'il en soit, j'ai créé cette histoire imaginaire de Monsieur Yamada basée sur les témoignages du site Pretty Online. Il y a beaucoup de témoignages sur ces règles mystérieuses au travail et il y en a beaucoup d'autres. Comme par exemple le fait de devoir valider son bento par son boss. Tu montres ton bento à ton boss et il va se permettre de commenter comment tu as cuisiné ou alors comment ta compagne a cuisiné. Et parfois, il donne une note. Ah, clairement, on est sur quelque chose de très agréable, voilà, et j'aime bien comment vraiment, à chaque fois que je vous décris un truc dans cette vidéo, mais rien qui passerait en France, rien. Mais pourquoi les Japonais acceptent ça? Il suffirait juste de changer de boîte, tout simplement. Eh bien, en fait, la réponse, c'est que ce n'est pas si simple. Déjà, il y a un conditionnement entre les salariés des différentes boîtes. Car quand tu apprends que ton ami dans une autre société ne quitte pas son lieu de travail avant 2h du matin, eh bien, tu t'estimes heureux de finir à 23h. Et aussi, certaines entreprises ne payent même pas les heures supplémentaires. C'est totalement interdit, hein, bien sûr, mais dans les faits, ils arrivent à se débrouiller pour ne pas les payer. Alors que Monsieur Yamada, voilà, il y a juste un décalage d'une heure, mais le reste de ces heures supplémentaires sont payées. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'au Japon, eh bien, changer de société, ce n'est pas très bien vu dans un CV. Ça veut dire qu'on n'a pas su se faire à l'ambiance de l'entreprise précédente, et le futur employeur pourrait se dire que ça pourrait se passer de la même manière dans son entreprise à lui. Ce qui fait que des règles absurdes, eh bien, il y en a beaucoup. C'est même un phénomène, voilà, vraiment identifié au Japon qu'on appelle Nazo Ruru, littéralement règles mystérieuses. Elles sont généralement créées par le patron et elles n'ont aucun sens. Par exemple, imaginez que vous avez fait 5 ans d'études prestigieuses en sortant du lycée. Vous avez charbonné à fond, vous avez eu les meilleurs résultats et vous rentrez enfin dans une entreprise. C'est votre premier jour de travail et là, en arrivant, par chance, le patron arrive en même temps que vous. Pour faire bonne impression, vous décidez de le saluer à la japonaise très formellement. Et là, tout le monde vous regarde choqué. Vous venez de commettre une faute professionnelle grave, mais alors quelle est-elle? Vous avez salué en vous penchant assez bas. Vous avez dit Ohayou gozaimasu avec une voix forte et intelligible. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, vous n'avez pas salué en premier le chien du patron. Oui, ce genre de règles peuvent exister. Il faut parfois saluer le chien du patron avant même le patron lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé ça sur le site Japan Today et c'est pas le seul témoignage dans ce genre. Dans certaines entreprises, j'ai lu que certaines femmes ont pour obligation de porter des sous-vêtements de couleur blanche ou beige. C'est quoi ça le Japon? Tu m'aides pas vraiment, je veux dire, à l'école il y avait déjà cette histoire de contrôle et de checking de couleur de culotte et ça revient dans les entreprises. Non mais faut arrêter avec ça. C'est pas fini. Les femmes de cette entreprise n'ont pas le droit de sortir avec un homme de moins de 23 ans. Et si jamais elles se font choper, eh bien leur salaire baisse et elles doivent rédiger une lettre d'excuse. Quand elles trouvent un homme qui peut potentiellement devenir leur mari, eh bien elles doivent le présenter au patron pour obtenir sa bénédiction. Là on atteint le summum là. Alors certes ça date de 2011, mais c'est pas non plus si vieux que ça, c'était il y a une dizaine d'années. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore des entreprises qui appliquent ce genre de règles à la con. Et ces Nazo Ruru, voilà, ces règles mystérieuses, c'est tellement commun que comme je vous ai dit c'est un phénomène, mais c'est aussi étudié. Il y a des statistiques carrément qui sont faites autour de ce phénomène. 43% des personnes interrogés dans un sondage déclarent qu'ils ont bel et bien une règle mystérieuse au travail. 68% sont stressés par cette dernière et 46% d'entre eux déclarent avoir déjà pensé à démissionner à cause de cette règle. Bon, au final, quand tu fais tous les calculs, ça représente que 13,4% qui ont effectivement peur et qui veulent démissionner par rapport à cette règle, mais c'est quand même plus d'un japonais sur 10. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, il y a vraiment des règles bizarres dans certaines entreprises au Japon, et comme c'est compliqué de démissionner et de changer de boîte, eh bien ils peuvent se permettre d'avoir ces règles mystérieuses et parfois très sexistes. Mais bon, j'ai quand même gardé le meilleur de cette vidéo pour la fin, la grève. La grève au Japon. Ah, la grève, le mouvement social, la rébellion contre le patronat. D'une certaine manière, l'essence même de la France. Enfin, je veux dire, aux yeux du monde entier, c'est comme ça qu'on nous voit. Et je sais que vous avez envie de savoir comment ça se passe au Japon quand ils en ont trop sur la patate. Déjà, parlons chiffres. C'est très dur de comparer les chiffres du Japon et de la France parce qu'ils ne sont pas recensés de la même manière. En France, en 2016, on est à 131 jours de grève pour 1000 salariés. Contre, alors j'ai fait des calculs, c'est pas non plus très net, mais 30 jours de grève pour 1000 salariés au Japon. Et là, je me suis dit, 4 fois plus en France, seulement, il y a un truc qui va pas. Et c'est là où j'ai fouillé, et j'ai compris un truc. C'est que les Japonais, déjà, ils ne comptent pas en jours de grève, mais en demi-journée de grève. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas où, voilà, ils font la matinée, ils font grève, et l'après-midi, voilà, déjà, c'est réglé, et ils repartent au travail. Et aussi, c'est que les chiffres de la France, voilà, les 131 jours pour 1000 salariés, eh bien, ce sont les jours de grève dans le secteur privé. Donc là-dedans, on ne compte ni les grèves de la RATP, ni les grèves de la SNCF. Et du coup, j'ai trouvé des chiffres pour la RATP, voilà, en 2011, on est à 329 jours de grève pour 1000 salariés. Je m'arrête là.
j'en dis pas plus et on va en revenir au Japon. Comment ça se passe la grève dans le pays du soleil levant? Eh bien pour être tout à fait honnête, ce n'est pas très différent de la France. Je veux dire, lorsqu'il y a eu les révoltes et donc les réclamations et les grèves, voilà, dans les années 70-80, c'est pas différent de ce qu'on a aujourd'hui en France. Mais justement, je vous parle des années 70-80 parce que, passé les années 80, il y a eu très peu de revendications sociales dans la rue de la part des salariés. C'est un phénomène rare et en plus il est rarement médiatisé, donc beaucoup de Japonais ne savent même pas ce que c'est qu'une grève. Mais je me suis quand même posé la question en ce qui concerne les transports, parce qu'au Japon il y a une énorme pression qui repose sur les épaules des cheminots et du personnel ferroviaire. Ils sont vus en haute estime car ils permettent à tous d'arriver à l'heure et de travailler convenablement. Comment ça se passe lorsque, bien, ces personnes-là font grève? Le matin du 26 avril 2018, dans la ville d'Okayama. Tous les chauffeurs de bus appartenant au syndicat Ryobi se sont mis d'accord pour travailler comme d'habitude. Mais comme ils ont des revendications, ils ont changé une petite chose. Ils ont mis un drap blanc sur la caisse. Ce geste est là pour signifier qu'aujourd'hui, tout est gratuit! Oui, pour faire grève, ils ont décidé de ne pas faire payer les usagers. Ils ont donc mis le drap blanc sur la caisse, mais ils ont aussi mis un petit brassard pour dire « je suis en train de protester ». Mais ils continuaient de travailler. Et voilà, vu comment c'est tellement exotique pour nous les Français, je pense que vous avez déjà vu cette news quelque part, parce que sur Twitter, j'ai l'impression que toutes les 5 minutes, il y a au moins une personne qui retweet ça. Mais il faut savoir que ce mouvement social, eh ben, il était très court et localisé. Pour tout vous dire, pour ce syndicat en question, c'était la première fois qu'il faisait grève depuis 63 ans. Ils ont pas l'habitude là-bas, clairement pas. Et j'avoue que cette méthode elle est plutôt efficace parce que ça permet d'impacter uniquement les hauts dirigeants de l'entreprise sans impacter les usagers qui utilisent les services des transports. Et si vous dites mais c'est bon, on a trouvé la solution, voilà, on devrait faire ça en France, eh bien sachez que c'est totalement illégal de faire ce système en France. On appelle ça la grève de l'impince et j'ai bien vérifié, en France c'est complètement illégal. Et j'ai envie de dire que c'est un peu dommage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas que pour tous ceux qui sont majeurs, voilà, soit dit en passant 97% d'entre vous, si je m'en fie aux statistiques YouTube, eh bien, vous pouvez commander sur le site Wakaze, il y a mon propre Dobuloku, voilà, et n'hésitez pas à utiliser bien sûr le code promo Dobuloku 2022 pour avoir moins 20%. Et je vous avoue, pour la vidéo, ça m'a fait tellement kiffer d'analyser toutes les règles absurdes, là, vraiment tout et n'importe quoi dans les entreprises au Japon. Pour moi, la pire, c'est quand même les lunettes qui étaient vraiment généralisées à énormément d'entreprises. Bref, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.